L'autospongiose est une ostéodystrophie primitive de la capsule otique. Elle provoque le plus souvent une surdité de transmission. Il existe ici un trouble du remodelage osseux au niveau de la capsule otique dont la localisation préférentielle est la partie antérieure de la platine de l'étrier. Elle provoque une ankylose tapédo-vestibulaire responsable de la surdité de transmission. Les sons ont ainsi besoin d'être amplifiés pour être entendus. La partie antérieure de l'oreille interne est composée de la cochlée, seul organe de l'audition. La partie postérieure est, elle, constituée du vestibule et des canaux semi-circulaires qui participent à l'équilibration du corps dans l'espace. Elle est située sur la partie latérale du crâne, dans une partie de l'os temporal appelé le rocher, sous le lobe temporal du cerveau, dont elle est séparée par une coque osseuse. L'oreille moyenne est son étrier. Elle est composée de plusieurs structures principales, le tympan, la caisse du tympan, le marteau, l'enclume et l'étrier. Le tympan est une fine membrane d'environ 1 cm² de surface, légèrement creusée en entonnoir autour du manche du marteau. Il est fixé à l'os sur la plus grande partie de sa circonférence par une zone plus épaisse qu'on appelle l'annulus. Le tympan se compose de 3 couches, de la peau sur la face regardant l'extérieur, du tissu conjonctif au milieu et de la muqueuse sur la face située dans l'oreille moyenne. Il se divise en deux parties principales, la pars tensa qui occupe plus de 90% de la surface et la pars flaccida occupant les 10% restants. La caisse du tympan est la cavité de l'oreille moyenne. Elle se divise en 3 parties, l'attique ou épitympan en haut, le mésotympan, l'atrium au milieu et l'hypotympan en bas. Elle renferme en son centre les 3 osselets et elle est traversée par 3 nerfs, la corde du tympan, branche du 7, la deuxième portion du nerf facial et le nerf tympanique de Jacobson, rameau du 9. Le premier osselet, le marteau, est le plus long, le plus antérieur, le plus bas et le plus solide. Il dispose de 3 apophyses, une grande apophyse, le manche, visible à travers le tympan, une apophyse antérieure à la base du col et une apophyse latérale sur la face externe du manche à son origine. Il possède une tête cachée enfouie dans l'attique qui s'articule au niveau du corps du deuxième osselet, l'enclume, formant l'articulation incudo-malléaire. Le deuxième osselet, l'enclume, dispose d'un corps et de 2 apophyses, une courte apophyse et une longue apophyse, en contact avec le bouton du troisième osselet, l'étrier, formant l'articulation incutostapédienne. Le troisième osselet, l'étrier, dispose d'une tête qu'on appelle bouton et de 2 branches, une antérieure, une postérieure. La tête et les branches forment la superstructure de l'étrier. Il dispose également d'une base de forme sphérico-ovale appelée platine. Cette platine se situe dans une loge, la fenêtre ovale, un des orifices entre l'oreille moyenne et l'oreille interne. Elle est maintenue en place par un ligament, le ligament annulaire. Fonctionnement de l'oreille moyenne. Son rôle est double, elle doit à la fois protéger l'oreille interne et assurer la transduction mécanique des ondes sonores. Cette dernière permet de limiter la perte d'énergie qui se produit lorsqu'on passe d'un milieu gazeux à un milieu liquidien. La transduction se fait par l'intermédiaire des osselets. Les vibrations du tympan entraînent successivement celles du bloc marteau-enclume, puis celles de l'étrier qui les transmet à l'oreille interne via la fenêtre ovale. L'autospongiose est une des causes les plus fréquentes de surdité de transmission chez l'adulte. Elle touche principalement les jeunes femmes caucasiennes entre 15 et 40 ans et provoque une surdité de transmission le plus souvent bilatérale et asymétrique. Cette dernière s'aggrave progressivement sur le mode de poussée évolutive lors des épisodes hormonaux féminins. La surdité de transmission peut à terme devenir sévère voire mixte à dominance transmissionnelle. L'autospongiose peut être liée à des facteurs génétiques dans le cadre d'une ostéogenèse imparfaite à transmission autosomique dominante, à la rougeole, à des facteurs hormonaux, auto-immuns ou à une maladie du remodelage osseux. L'éthiopathogénie de cette maladie est encore aujourd'hui méconnue. L'autospongiose est induite par un remodelage osseux anormal de la capsule otique. En temps normal, l'action protectrice de l'ostéoprogestérine va empêcher cette anomalie. Cette dernière est inhibée par divers mécanismes dans la maladie, donnant lieu à une résorption osseuse par les ostéoclastes, donc l'os normal va être remplacé par un tissu fibreux, ainsi qu'à une reconstruction osseuse par les ostéoblastes, qui va former un os plus dense que l'os normal et donnera une sclérose cicatricielle du foyer autospongieux. Le remodelage touche majoritairement la fenêtre ovale, mais peut également toucher l'ensemble de la capsule otique autour de la fenêtre ronde, de la cochlée, du vestibule ou même du conduit auditif interne. Il englobe alors la partie antérieure de la platine de l'étrier, région de la fistula antefenestram, provoquant sa fixation au promontoire, sarcophage osseux autour de la cochlée. Ainsi, la transmission de l'onde sonore à l'oreille interne est bloquée.
Concernant l'interrogatoire, on va rechercher une hypoacousie d'installation progressive, bilatérale et asymétrique. On recherche également une paracousie de Willis, c'est-à-dire que le sujet va déclarer entendre mieux dans le bruit que dans le silence. On demande s'il a des acouphènes, permanents ou intermittents, des sensations de vertige, s'il a une bonne discrimination vocale, et on vérifie s'il a ou non des antécédents familiaux d'autospongiose. Examen clinique et paraclinique. À l'examen otoscopique, on retrouve un tympan normal avec un signe de Schwartz, c'est-à-dire qu'on a une tache rose rétrotympanique. Ceci témoigne d'une hypervascularisation de la muqueuse du promontoire. Au tympanogramme, on retrouve une compliance tympanique normale, voire diminuée par blocage ossiculaire. À l'impédensémétrie, on a une abolition du réflexe stapédien du côté sourd. À l'examen acoumétrique, on a tous les signes de surdité de transmission, soit un RIN négatif, un Weber latéralisé côté sourd et un Lewis négatif. Le bilan audiométrique révèle une surdité de transmission prédominant sur les graves, parfois surdité mixte. La TDM du rocher est l'examen clé de cette maladie, car il permet son diagnostic. On voit un foyer autospongieux apparaissant hypodense typique dans plus de 90% des cas. On voit un épaississement platinaire, décrit selon la classification de Veillon, et on recherche des lésions associées, car cela pourrait affecter le bon déroulement de la chirurgie. Enfin, on fait un bilan anatomique du set procident oreille geyser qui contre-indiquerait à la chirurgie. Le choix du traitement se fera selon les symptômes, leur intensité, donc le degré de surdité, la présence ou non de signes vertigineux, l'état général du patient, ainsi que ses antécédents médicaux et son avis. Lors de la lecture d'urine sur l'audiométrie, si l'écart entre conduction osseuse et aérienne est inférieur à 25 décibels, on s'abstient d'opérer. On peut cependant proposer un appareillage auditif au patient si celui-ci est très gêné. À partir d'un écart supérieur à 30 décibels, la chirurgie est indiquée, mais l'appareillage est toujours possible en cas de refus du patient ou de contre-indication. Dans certains cas, comme l'autospongiose cochléaire, où on a une surdité de transmission associée à une surdité de perception, l'appareillage peut être un meilleur choix que la chirurgie, car la chirurgie ne corrige que la surdité de transmission. Traitement chirurgical, la stapédotomie ou platinotomie. Elle est préférée à la stapédectomie que nous verrons dans un second temps car elle est moins invasive. L'opération consiste à rétablir la conduction de l'onde sonore au travers de la fenêtre ovale. Cela se fait par l'intermédiaire d'une prothèse qui est clippée sur l'enclume. Son extrémité médiale s'enfonce dans l'oreille interne au travers d'un petit trou qu'on réalise dans la platine de l'étrier. Dans un premier temps, la peau du conduit est incisée puis soulevée avec la membrane du tympan, ce qui nous permet de voir l'oreille moyenne. Ensuite, les piliers de l'étrier sont fracturés et retirés, puis la platine est perforée. On a alors accès à l'oreille interne. On insère une microprothèse au travers de la perforation reliée à l'enclume par un fil métallique. C'est elle qui transmettra les vibrations du son à l'oreille interne. Les contre-indications sont une surdité totale contralatérale, une surdité de perception pure, des vertiges associés, des contre-indications à l'anesthésie générale ou une oreille unique. Deuxième variante chirurgicale, la stapédectomie ou platinectomie. Elle est plutôt rare et permet d'améliorer la surdité de transmission causée par le blocage de l'étrier dans l'oreille moyenne. L'opération se fait par voie du conduit auditif externe et consiste à enlever puis remplacer l'étrier par une prothèse qu'on appelle piston. La prothèse s'accroche sur l'enclume avec ou sans interposition d'un matériau biologique sur la fenêtre ovale. En post-opératoire, on attend la cicatrisation de la platinotomie 3 semaines avant une exposition à une variation de résistance. Complications de la chirurgie, au total 5% des patients sont concernés, le plus fréquemment par une altération transitoire du goût, par lésion de la corde du tympan, une perforation tympanique ou encore l'absence d'amélioration post-opératoire. C'est pourquoi il faut systématiquement informer le patient de l'éventualité de ces complications et respecter les contre-indications chirurgicales. Il n'y a pas de moyen pour prévenir l'apparition de cette maladie, ni de traitement médical de l'affection. Pour les autospongieuses cochléaires évoluées, il est possible de prescrire du fluorure de sodium, mais ce traitement n'est pas encore validé et les résultats sont très variables. La prévention passe principalement par le conseil, donc on conseille aux patients de protéger ses oreilles en évitant toute exposition à des intensités sonores élevées, des variations brusques de pression, dans le but de ne pas aggraver les troubles auditifs dus à l'autospongiose. Dans cette optique, le port d'un casque spécial s'impose lorsqu'il y a un risque de traumatisme sonore. La pilule est déconseillée chez la femme et toute grossesse doit être discutée. Les médicaments ototoxiques sont à éviter. On propose systématiquement une prothèse à tous les patients qui présentent une surdité gênante dans le cadre d'une autospongiose avérée.